Le gâteau d'anniversaire avait 18 bougies. Au chocolat, acheté en magasin, le même genre que maman achetait toujours chez Costco. J'étais assis à la table de la salle à manger, avec mes parents et mon frère Connor. Une petite fête, juste la famille. Papa a fait glisser une carte sur la table. Joyeux anniversaire, Ethan. Je l'ai ouverte. Carte Hallmark. Message générique. Une carte cadeau Target de $50 à l'intérieur. Merci. Connor a souri de l'autre côté de la table. 18 ans. Mec, tu es officiellement adulte. Il avait 21 ans. Il était rentré de l'université pour le week-end, en 3e année à l'université d'État. Majeur en commerce. Moyenne de 3,6. En bonne voie d'obtenir son diplôme au printemps prochain. Tout ce qu'il faisait semblait être en bonne voie. Maman a coupé le gâteau. Elle a distribué les parts. Alors, Ethan, a dit papa, en posant sa fourchette. Il faut qu'on parle de l'université. J'ai levé les yeux. D'accord. J'avais la lettre d'acceptation à l'étage. Université d'État, la même école que Connor. Pas l'école de mes rêves, mais solide, avec des frais de scolarité dans l'État et un programme d'informatique décent. J'avais postulé dans 8 écoles et j'avais été accepté dans 5. C'était été la plus abordable. Quand commences-tu ? A demandé maman. Fin août. L'emménagement est le 23. Papa a hoché la tête lentement. Nous devons parler de la façon dont tu vas payer. J'ai cligné des yeux. Je pensais, je veux dire, n'avons-nous pas le fonds universitaire ? Silence. Connor s'est agité sur sa chaise, a regardé son assiette. Le sourire de maman a vacillé. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Papa s'est éclairci la gorge. Connor a un fonds universitaire. Nous l'avons commencé à sa naissance. Nous y mettions $400 par mois, pendant 18 ans. J'ai fait le calcul dans ma tête. 18 ans, 12 mois, $400, cela faisait plus de $86 000, plus les intérêts. D'accord, dis-je lentement. Et le mien ? Un autre silence. Maman a posé sa fourchette. Nous n'avons pas économisé le même montant pour toi. La pièce est soudain devenue plus petite. Combien ? Ai-je demandé. Papa a regardé maman. Elle l'a regardé. Aucun des deux ne voulait le dire. Finalement, papa a parlé, environ 8 000. Je l'ai dévisagé. 8 000. Connor avait près de 100 000. J'en avais 8. Pourquoi ? Le mot est sorti plus doucement que je ne l'aurais voulu. Maman a tendu la main vers la mienne, je l'ai retirée. Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Alors, qu'est-ce que c'est ? Papa s'est penché en arrière sur sa chaise, la même posture qu'il prenait pour m'expliquer pourquoi je ne pouvais pas avoir quelque chose que je voulais enfant. Connor a montré des promesses académiques tôt, des appartements, des cours de placement avancés. Nous avons pris une décision financière pour investir dans son éducation en conséquence. Investir, comme si j'étais une action qui n'avait pas assez bien performé. J'ai une moyenne de 3,4, dis-je. J'ai été accepté à State, comme Connor. State n'est pas très compétitif, a dit Connor. Ce n'était pas méchant, juste un constat. La plupart des gens y entrent s'ils postulent. Maman a hoché la tête, comme s'il avait fait une bonne remarque. J'ai regardé mon frère, le gamin qui avait reçu un nouvel ordinateur portable la semaine dernière, un MacBook Pro de $1 200 pour l'école. J'utilisais le même vieux Dell de 6 ans depuis la première. Il lui fallait 4 minutes pour démarrer. Nous ne nous attendions tout simplement pas à ce que tu ailles dans une université de 4 ans, a dit maman gentiment. Nous pensions que le collège communautaire serait peut-être plus approprié. Tu pourrais vivre à la maison, travailler à temps partiel, et peut-être être transféré plus tard. J'ai été accepté à State, ai-je répété. Bien sûr, a dit papa, mais cela ne signifie pas que c'est le bon choix. Financier. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Petit, silencieux, le genre de brisure qu'on ne remarque que plus tard. Laisse-moi te montrer les chiffres, a dit papa. Il a sorti son téléphone, a ouvert une application de notes, l'avait préparé comme s'il s'était préparé pour cette conversation. Les frais de scolarité de State sont de $18 000 par an.
Le logement et la pension coûtent 12 000 $. Les livres et les frais divers ajoutent 2 000 $ de plus. Cela fait 32 000 $ par an. Il a tourné le téléphone vers moi, les chiffres étaient dans une colonne soignée. 4 ans représentent 128 000 $ au total. Tu as 8 000 $ dans ton fonds. Cela laisse 120 000 $. 120 000 $. J'avais 18 ans. Je travaillais 20 heures par semaine dans une épicerie, pour 12 $ de l'heure. Je gagnais environ 1 000 $ par mois avant impôt. Tu devras contracter des prêts, a continué papa. Les prêts fédéraux plafonnent à 5 500 $ la première année. Après cela, tu pourras emprunter plus. Tu obtiendras probablement ton diplôme avec environ 60 à 70 000 $ de dette. 60 à 70 000 $. Connor obtiendrait son diplôme avec peut-être 15 000 $, car son fonds couvrait la majeure partie, et maman et papa aidaient pour le reste. Pouvez-vous vous porter co-signataire de mes prêts? Ai-je demandé. Papa a secoué la tête. Nous avons déjà co-signé les prêts de Connor. Nous ne pouvons pas prendre plus de dettes. Notre crédit est déjà tendu comme ça. Bien sûr, ils utiliseraient leur crédit pour le gamin sur lequel ils avaient parié. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Des bourses? A dit maman gaiement. Tu pourrais postuler pour des bourses, des aides financières, des programmes travail-études. J'ai un emploi. Tu en auras besoin d'un autre, a dit papa. Si tu es sérieux au sujet de State. Connor a posé sa fourchette. Honnêtement, Ethan, le collège communautaire n'est pas une mauvaise option. Moins de pression. Tu pourrais t'y habituer doucement. Je ne veux pas moins de pression. Je veux aller à l'université. Tu peux aller à l'université au communautaire. Je veux aller à State. La mâchoire de papa s'est contractée. Alors tu dois trouver comment payer. Nous t'avons donné ce que nous pouvions. 8 000 $, alors que Connor en a eu 95 000. Je me suis levé de table. Où vas-tu? A demandé maman. Dans ma chambre. Ethan, ne sois pas dramatique. Je suis monté à l'étage, j'ai fermé ma porte, je me suis assis sur mon lit, j'ai ouvert mon ordinateur portable, le vieux Dell qui mettait une éternité à démarrer. Pendant qu'il démarrait, j'ai fixé le plafond, 18 ans, et je venais d'apprendre exactement la valeur que mes parents m'accordaient. J'ai passé cette nuit à postuler pour des bourses, 15 d'entre elles. Des essais sur les difficultés, le besoin financier, les objectifs académiques. J'ai écrit jusqu'à 2 heures du matin. J'ai rempli le FAFSA, demande gratuite d'aide fédérale aux étudiants, j'ai mis le revenu de mes parents, leurs informations fiscales. La contribution familiale attendue, 8 200 $. Presque exactement ce qu'ils avaient économisé. Offre de prêt fédéral, 5 500 $ pour la première année. J'ai fait le calcul sur un morceau de papier. Fonds universitaires, 8 000 $. Prêt fédéral, 5 500 $. Total, 13 500 $. Coût de la fréquentation, 32 000 $. Il me manquait 18 500 $, pour une année seulement. J'ai cherché les emplois à temps partiel les mieux rémunérés pour les étudiants, serveur dans un restaurant, 15 $ de l'heure avec pourboire, travail d'entrepôt, 15 à 17 $ de l'heure, quart de nuit, sécurité, 16 $ de l'heure. Je les ai tous mis en favori. 2 semaines plus tard, j'avais 2 emplois. J'ai gardé mon poste à l'épicerie, 20 heures par semaine, les soirs de semaine après l'école, à 12 $ de l'heure, et j'ai ajouté un quart de week-end à l'entrepôt, 16 heures, samedi et dimanche, de 6 heures du matin à 14 heures, à 15 $ de l'heure. 36 heures par semaine, tout en suivant un programme complet de cours au lycée. J'avais encore 17 ans, je n'aurais 18 ans qu'en mars, mais je n'avais pas le choix. Connor est rentré pour les vacances de printemps, il a parlé de ses offres de stage. 3 entreprises, toutes non rémunérées. Je prends celui de Chicago, a-t-il dit au dîner. C'est avec une entreprise Fortune 500. Une excellente expérience. Où vas-tu vivre? Ai-je demandé. Maman et papa paient un Airbnb pour l'été. Juste un studio. Rien d'extraordinaire. Maman a souri. C'est un investissement dans son avenir. J'ai travaillé 50 heures par semaine cet été-là. L'épicerie m'a fait passer à 30 heures. L'entrepôt m'en a donné 20 de plus. Je rentrais épuisé, m'endormais souvent avec mes vêtements.
J'ai économisé chaque dollar que je pouvais. À la mi-août, j'avais 6400 $. Ajouté à mon fonds de 8000 $, et aux 6004 cents, cela faisait 14 400 $, plus le prêt fédéral de 5500 $. Total, 19 900 $. Les frais de scolarité de 18 000 $ étaient payés. Il me restait 1900 $. Le logement et la pension dans les dortoirs, 12 000 $. Je ne pouvais pas me le permettre. J'ai trouvé une annonce de colocation sur Craigslist. 4 colocataires, tous des garçons, tous étudiants. 425 $ par mois, plus les charges. J'ai appelé le propriétaire. Il a dit que la chambre était toujours disponible. Il fallait le premier mois de loyer et un dépôt, 850 $ d'avance. J'ai accepté. Il me restait environ 1000 $ pour le semestre, pour la nourriture, les livres, tout le reste. Je devrais travailler. Le jour de l'emménagement était le 23 août. Maman et papa m'ont conduit, m'ont aidé à transporter mes affaires dans la maison. C'était un taudis. Vieille moquette, papier peint qui s'écaillait, cuisine qui sentait le moisi. Ma chambre était à peine assez grande pour un lit jumeau. Pas de placard, juste une tringle de tension dans un coin pour suspendre les vêtements. J'ai posé mon matelas sur le sol. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter un cadre de lit. Maman a pleuré. J'aimerais qu'on puisse faire plus. Ça va. Papa a regardé autour de lui. Cela va forger le caractère. Connor l'a eu trop facile dans les dortoirs. J'avais envie de rire. Le dortoir de Connor avait été rénové 2 ans avant qu'il n'emménage. Salle de bain privée. Plan de repas inclus. Cet endroit avait une seule salle de bain pour 5 gars et un réfrigérateur qui fonctionnait à peine. Ils sont partis après 1 heure. Je me suis assis sur mon matelas par terre. J'ai vérifié mon compte bancaire sur mon téléphone. Solde, 447 $. Mon téléphone a vibré. Connor. Un SMS de groupe avec maman et papa. Photo de lui devant un bel immeuble d'appartement. Grande fenêtre. Moderne. Légende, hâte d'être en dernière année. Je n'arrive pas à croire que ce soit ma dernière année ici. Maman a répondu avec des émojis en forme de cœur. Papa, fier de toi, mon fils. J'ai éteint mon téléphone, je me suis allongé sur le matelas nu, j'ai fixé le plafond taché d'eau. C'était ça. 4 ans de ça, si je pouvais tenir aussi longtemps. J'ai trouvé un emploi à la bibliothèque du campus 3 jours plus tard, ranger des livres, aider les étudiants à trouver des références, 11 $ de l'heure, 25 heures par semaine. Entre cela et mon emploi du temps, j'étais occupé de 8 heures du matin à 22 heures la plupart des jours. J'ai sauté des repas pour économiser de l'argent. Petit déjeuner, flocons d'avoine nature, 0,15 $ la portion. Déjeuner, sandwich au beurre de cacahuète, 0,40 $. Dîner, riz et œufs, 0,80 $. J'ai perdu 15 livres le premier semestre. Les gens l'ont remarqué. Ça va, mec? M'a demandé un de mes colocataires en octobre. Tu as l'air mince. Je vais bien. Je n'allais pas bien, mais aller bien n'était pas quelque chose que je pouvais me permettre de me soucier. Ma moyenne après le premier semestre, 3,4. Bien. Pas excellent, mais assez bon. Connor a appelé pour l'action de grâce. Comment se passe la première année? L'université, c'est pas le meilleur? J'étais assis dans ma chambre, mangeant des ramen instantanés, car je n'avais pas assez d'argent pour rentrer à la maison pour les vacances. Oui, dis-je. C'est génial. Assure-toi d'en profiter. Ça passe vite. Je le ferai. Il n'avait aucune idée. Décembre. J'ai vérifié le solde de mon prêt étudiant, 5500 $. Les intérêts s'accumulaient déjà, même si je n'avais pas à commencer à payer avant l'obtention du diplôme. J'ai vérifié mes économies, 180 $. Je devrais contracter plus de prêts pour le semestre de printemps. Mon téléphone a vibré. Maman, Connor a des problèmes avec ses remboursements de prêts après l'obtention du diplôme. Peux-tu aider en tant que famille? Il est en difficulté. J'ai fixé le texte pendant 1 minute entière. Connor était en difficulté. Le gamin qui avait reçu 95 000 $. Le gamin dont maman et papa payaient le loyer pour les stages.
Le gamin qui avait reçu un nouvel ordinateur portable, une fête de remise de diplôme et toutes les opportunités. Il était en difficulté. J'ai tapé, je suis en difficulté, moi aussi. Je l'ai regardé, je l'ai supprimé, je n'ai pas répondu, j'ai posé mon téléphone, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à chercher un troisième emploi. Parce que c'est ce que vous faites lorsque vos parents investissent dans un enfant et pas dans l'autre. Vous travaillez, vous survivez, et vous vous souvenez. Je ne le savais pas alors, mais ce texte sans réponse était une répétition pour le « non » bien plus grand que je dirais 4 ans plus tard, lorsque Connor viendrait me voir la main tendue et 47 000 $ de dette, et que je pourrais enfin lui montrer ce que ça fait d'entendre « nous n'attendions pas grand-chose de toi ». Semestre de printemps. J'ai contracté un autre prêt, 6 500 $, le maximum fédéral pour les étudiants de deuxième année. Même si j'étais encore étudiant de première année, les crédits AP du lycée m'avaient fait passer à une classification supérieure, ce qui signifiait que je pouvais emprunter plus. Cela signifiait aussi que la dette s'accumulait plus vite. Total, 12 000 $. J'avais 19 ans. J'ai ajouté un troisième emploi, tuteur en calcul. 18 $ de l'heure, 10 heures par semaine. Entre la bibliothèque, le tutorat et les quarts occasionnels de fin de semaine dans un café du campus, je travaillais 45 à 50 heures par semaine, en suivant 16 crédits, dormant 4 à 5 heures par nuit. Ma moyenne a chuté à 3,1. Je me suis dit que c'était temporaire, juste jusqu'à l'obtention du diplôme. 4 ans et je serai libre. 4 ans semblaient une éternité. Connor a obtenu son diplôme en mai. Je n'ai pas pu y assister. J'avais un quart de travail à la bibliothèque que je ne pouvais pas me permettre de manquer. Maman a appelé après la cérémonie, a décrit à quel point c'était beau, à quel point ils étaient fiers. Connor avait déjà une offre d'emploi. Poste de marketing, 52 000 $ par an. J'étais en train de manger des ramen dans ma chambre. Je n'avais pas pris de vrai repas depuis 3 jours. C'est super, dis-je. Nous lui organisons une fête le week-end prochain. J'avais des examens finaux. Je lui ai dit que je ne pouvais pas y aller. Elle a semblé déçue, mais pas surprise. La fête s'est déroulée sans moi. J'ai vu les photos sur Facebook plus tard. 40 personnes, traiteurs, bannières, cadeaux. La fête de remise de diplôme de Connor il y a 4 ans avait coûté plus que l'intégralité de mon budget nourriture pour le semestre. Maman m'a étiqueté dans une vieille photo de nos enfants. Légende, si fier de mes 2 garçons. J'ai annulé l'étiquetage. Deuxième année. J'ai travaillé 40 heures par semaine au minimum. J'ai contracté le maximum de prêts à nouveau, 7 500 $ pour les limites d'emprunt des juniors. Dette totale, 19 500 $. Ma moyenne tournait autour de 2,9, juste assez pour réussir. En novembre, j'ai appelé la maison, j'ai demandé s'ils pouvaient aider avec ne serait-ce que 200 $ par mois, juste pour alléger la pression. Papa a dit non. Ils aidaient déjà Connor avec ses remboursements de prêts. Ils ne pouvaient pas étirer davantage leur budget. J'ai souligné qu'ils n'aidaient pas 2 enfants, mais un seul. Le même qu'ils avaient toujours aidé. Il a dit que Connor essayait de se bâtir un crédit, de s'établir. J'étais toujours à l'école, j'avais le temps. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Je n'ai pas rappelé avant des mois. La 3e année m'a presque brisé. J'étais assis dans le bureau de ma conseillère pédagogique en février. Elle a examiné mon relevé de notes avec une expression inquiète. Mes notes glissaient. Est-ce que quelque chose n'allait pas? J'aurais pu lui parler des 3 emplois, de l'épuisement, des nuits où je m'endormais à la bibliothèque et me réveillais à 2 heures du matin le visage sur un manuel. Mais qu'aurait-elle fait? La sympathie ne payait pas les frais de scolarité. J'ai dit que j'allais bien, juste occupé. Elle a dit que je devais remonter ma moyenne à au moins 3,0 pour rester en règle. J'ai dit que je le ferais. Cette nuit-là, j'ai fait le calcul. Une année de plus signifiait 7 500 $ de plus en prêt. Dette totale à l'obtention du diplôme, 27 000 $. J'ai cherché les salaires de départ moyens pour les diplômés en informatique, 60 à 65 000 $. Les remboursements de prêts seraient d'environ 295 $ par mois pendant 10 ans. Faisable si rien ne tournait mal, si j'obtenais un emploi décent, si je ne m'effondrais pas avant l'obtention du diplôme. J'étais tellement fatigué. J'ai commencé à consulter un conseiller sur le campus, gratuitement via les services de santé étudiants.
Le docteur Ellis, cinquantaine, yeux bienveillants. Je lui ai tout raconté, l'anniversaire, le fond, les emplois, la perte de poids, l'épuisement. Elle m'a demandé si j'avais envisagé de prendre un semestre de congé. J'ai dit que si j'arrêtais, je ne reviendrais jamais. Elle a demandé ce qui me faisait tenir. J'y ai réfléchi, je lui ai dit que je devais prouver qu'ils avaient tort, tous ceux qui n'attendaient pas grand-chose de moi. Elle a dit que la rancœur était une motivation puissante, mais un carburant épuisant. J'ai dit que je pouvais fonctionner avec ça pendant une année de plus. Elle a souri, triste mais compréhensive. Nous nous sommes rencontrés chaque semaine après cela. Cela n'a pas résolu le problème de l'argent ou du travail, mais cela a aidé de le dire à voix haute. Dernière année. J'ai pris 18 crédits et travaillé 35 heures par semaine. J'ai dû couper le tutorat. Je ne pouvais plus gérer 50 heures. J'ai postulé à 60 emplois à partir de janvier. J'ai obtenu 17 entretiens, 3 offres. J'ai pris la meilleure, spécialiste du support informatique, cabinet de conseil de taille moyenne, 44 000 $ par an. Pas incroyable, mais stable. J'ai obtenu mon diplôme en mai. Je n'ai pas participé à la cérémonie. La location de la toge et du mortier était de 65 $ que je n'avais pas. J'ai reçu le diplôme par la poste 6 semaines plus tard. J'ai posté une photo sur Facebook. Moi tenant le papier dans ma chambre exiguë. Légende, terminée. Maman a commenté avec un emoji cœur et, si fier. Aucune mention qu'il n'était pas venu, qu'il n'avait pas demandé si je participais, qu'il n'avait pas célébré. La remise de diplôme de Connor avait été un événement familial. La mienne était un commentaire Facebook. J'ai supprimé mon compte 2 jours plus tard. J'ai déménagé pour le travail. Studio dans un quartier difficile. 650 $ par mois. Bar aux fenêtres. Mais le mien. Premier chèque de paie, 1692 $ après impôt, toutes les 2 semaines. Revenu mensuel d'environ 3080. Remboursement de prêt étudiant, 295 $. Loyer, 650 $. Charges, nourriture, téléphone, assurance auto pour la Honda d'occasion que j'avais achetée, 535 $ de plus. Il me restait environ 1900 $ par mois. J'économisais 800 $, utilisais le reste pour l'essence et les urgences. Serré, mais faisable. Pour la première fois en 4 ans, je ne me noyais pas, je flottais juste. Deuxième année. J'ai été promu. Analyste de système junior, 52 000 $ par an. Le même salaire que Connor avait au départ 4 ans plus tôt, mais j'avais gagné le mien. J'ai fait des remboursements de prêts supplémentaires, 500 $ par mois au lieu de 295. Le solde est passé de 25 800 $ à 22 000 $ en 2 ans. J'ai économisé 1 400 $. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, 875 $ par mois. Pas de bar aux fenêtres. J'ai acheté des meubles, un cadre de lit, un bureau. J'ai commencé à aller à la salle de sport, j'ai repris le poids que j'avais perdu, et même plus. Je me sentais à nouveau humain. Troisième année. Maman a appelé, a mentionné négligemment que Connor était revenu à la maison. J'ai fait une pause au milieu de la conversation. J'ai demandé quand. Il y a 2 mois. Il a été licencié. L'entreprise a réduit ses effectifs, il est resté temporairement avec eux pendant qu'il cherchait un emploi. Connor avait 27 ans, vivant dans sa chambre d'enfance. Elle a mentionné ses dépenses, bail d'appartement qu'il ne pouvait pas rompre, paiement de voiture, prêts étudiants d'environ 30 000 $ maintenant. Les intérêts s'étaient accumulés pendant les périodes de report. Puis elle a demandé si j'avais de l'argent supplémentaire pour aider. J'ai dit non. Je payais toujours mes propres prêts. Elle a dit que Connor avait plus de dépenses, paiement de voiture, bail. J'ai dit que ce n'était pas mon problème. Long silence. Puis elle a dit, nous sommes une famille. Je lui ai dit qu'il pouvait demander à la famille qui lui avait donné 95 000 $. J'ai raccroché. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant 8 mois. Quatrième année. Mon salaire a atteint 58 000 $. Une autre promotion. Solde du prêt, 15 000 $. Économie, 19 000 $. J'ai commencé à sortir avec Mia, comptable. Rencontrée à une conférence de travail, intelligente, elle avait sa vie bien en main.
Je lui ai tout raconté lors de notre 3e rendez-vous, l'anniversaire, le fonds, les emplois, tout. Elle a dit que c'était horrible, que les parents ne devraient pas faire ça. J'ai haussé les épaules. J'ai dit que ça avait fait de moi ce que j'étais. Elle n'était pas d'accord. Elle a dit que j'aurais pu être ce que j'étais sans mourir de faim à l'université. Elle avait raison, mais je ne voulais pas y penser. 5e année. J'ai remboursé les prêts. Paiement final, $347. Solde, 0. J'ai fait une capture d'écran, l'ai envoyée à Mia. Elle a appelé immédiatement, a insisté pour qu'on fête ça. Nous sommes allés dans un bon restaurant, vin, steak, dessert. L'addition était de $140. Je l'ai payé sans sourciller. C'était surréaliste. Compte bancaire, 24 500 $ économisés. Aucune dette. Salaire, $64 000 après avoir changé d'entreprise. J'avais 28 ans et je pouvais enfin respirer. Mia et moi avons pris un appartement de 2 chambres ensemble, $1 500 par mois partagés entre nous deux. Nous avons parlé de fiançailles, d'enfants éventuellement, de l'avenir. Mais je voulais d'abord la stabilité, une vraie stabilité. Je voulais m'assurer que mes enfants n'aient jamais un 18e anniversaire comme le mien. 6 mois plus tard, Connor a appelé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 ans. Il a demandé à me rencontrer en personne. Il a dit que c'était important. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, s'il te plaît. Je lui ai dit que je ne ferais pas 4 heures de route jusqu'à notre ville natale. S'il voulait parler, il pouvait venir me voir. Silence, puis accord. Nous nous sommes rencontrés ce samedi-là, dans un café près de mon appartement. Il avait l'air mal en point, prise de poids, cheveux clairsemés, cernes sous les yeux, vêtements froissés. L'enfant prodige ne brillait plus. Il s'est assis, a commandé un café, n'a parlé qu'après le départ du barista. Puis il a sorti un papier. Relevé de prêt étudiant. Solde, $47 382. Paiement mensuel, $680. 2 mois de retard. Il a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Il avait été en report de paiement par intermittence pendant 3 ans. Les intérêts continuaient de s'accumuler. Son nouveau travail ne payait que $38 000. Après les dépenses, il ne pouvait pas effectuer le paiement. Il avait besoin de consolider, de réduire le montant mensuel. Mais les banques n'approuveraient pas sans co-signataire. Son crédit était ruiné à cause des paiements manqués. J'ai vu où il voulait en venir. J'ai dit non avant qu'il ne puisse demander. Il a essayé de me convaincre. Il a dit que je n'aurais rien à payer. Juste une signature sur papier. Il ferait tous les paiements. J'ai regardé mon frère, le frère qui avait tout eu, pendant que je n'avais rien. Je lui ai dit non à nouveau. Il a dit que j'allais bien. J'avais un bon travail, des économies, je pouvais me permettre d'aider. J'ai ri, je lui ai demandé s'il savait que j'avais travaillé 40 heures par semaine pendant l'université, perdu 15 livres en sautant des repas, obtenu mon diplôme avec $27 000 de dette, et payé chaque dollar moi-même, pendant qu'il vivait à la maison, sans payer de loyer, avec maman et papa couvrant ses remboursements de prêts. Je lui ai demandé s'il savait que je n'avais pas participé à la remise des diplômes parce que je ne pouvais pas me permettre la location de la toge et du mortier à $65. Il a baissé les yeux. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de venir vers moi, la main tendue, après avoir tout obtenu alors que je n'avais rien. Il a mentionné m'avoir donné son vieil ordinateur portable pour l'université. Je lui ai rappelé qu'il était tombé en panne après 3 mois et que c'était un article de seconde main dont il ne voulait pas. Il a dit qu'il avait toujours été là pour moi. J'ai demandé quand. Il n'a pas pu répondre. Je me suis levé, je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, les mains tremblantes, j'ai conduit jusqu'à chez moi. Mia m'a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai tout raconté. Elle a dit, bien. Il ne méritait pas ton aide. J'ai dit que je me sentais comme un salaud. Elle a dit que je me protégeais, que je faisais ce que je devais. 1 heure plus tard, maman a appelé, a demandé ce qui n'allait pas chez moi. Connor l'avait appelé en pleurant, avait dit que j'avais refusé d'aider. J'ai expliqué qu'il voulait que je co-signais $47 000. J'ai dit non. Elle a hurlé qu'il était mon frère en difficulté. Que la famille s'aidait. J'ai demandé où elle était quand j'étais en difficulté pendant 4 ans. Elle a dit que c'était différent.
J'ai demandé en quoi. Elle n'a pas répondu. J'ai dit que Connor avait fait des choix. C'étaient les conséquences. Elle a dit que si je ne l'aidais pas, je n'étais plus le bienvenu. Les mots m'ont piqué, mais je les avais déjà entendus sous différentes formes, à mon 18e anniversaire, chaque fois que je n'étais pas le fils dans lequel ils avaient investi. Je lui ai dit que je n'avais pas été le bienvenu depuis qu'elle avait dit qu'il n'attendait pas grand-chose de moi. Cela ne faisait que l'officialiser. J'ai raccroché, j'ai bloqué son numéro, celui de papa, celui de Connor. Je me suis assis avec Mia et j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. La liberté. 6 mois plus tard, une cousine a mentionné que Connor était en défaut de paiement, que ses salaires étaient saisis, 25% par chèque de paie. Il avait vendu sa voiture, commencé à prendre le bus, avait été renvoyé pour retard chronique, il était toujours chez maman et papa, 30 ans. L'enfant prodige s'était terni. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Ma cousine m'a envoyé un texto me demandant si j'allais appeler mes parents. Il demandait de mes nouvelles. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon application bancaire à la place. Épargne, 31 000 $. Dette, 0. Je venais de recevoir une offre à 72 000 $ par an pour un nouveau poste. J'ai fermé l'application. Les problèmes de Connor étaient les siens. Ma paix était la mienne. Et j'avais enfin choisi de me prioriser. La rencontre au café s'était mal terminée. Connor était assis en face de moi avec un relevé de prêt affichant 47 000 $, me demandant de co-signer, promettant qu'il effectuerait chaque paiement. J'avais dit non. Je suis sorti, j'ai conduit jusqu'à chez moi, les mains tremblantes. Je pensais que c'était la fin. Ce n'était pas le cas. Connor a appelé maman depuis le parking, lui a dit que j'avais refusé d'aider. Elle m'a appelé 1 heure plus tard. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé, elle a juste exigé de savoir ce qui n'allait pas chez moi. J'ai expliqué calmement. Il voulait que je co-signais 47 000 $ de prêts étudiants. J'ai refusé. Elle a dit qu'il était mon frère en difficulté. Que la famille s'aidait. J'ai demandé où la famille avait été quand je travaillais 40 heures par semaine pendant l'université, quand je mangeais un seul repas par jour, quand je ne pouvais pas me permettre de participer à ma propre remise de diplôme. Elle a dit que c'était différent. J'ai demandé comment. Pas de réponse. Je lui ai dit que Connor avait fait ses choix. C'étaient les conséquences. Elle est devenue silencieuse, puis a dit quelque chose qui m'a fait tressaillir. Ton père veut que tu rentres à la maison ce week-end. Nous devons en discuter en famille. Pas une requête, une convocation. J'ai failli dire non. J'ai failli lui dire que je ne ferais pas 4 heures de route pour me faire sermonner sur la loyauté familiale par des gens qui avaient prouvé que je ne valais pas la peine d'être investi. Mais quelque chose m'a fait accepter. Peut-être que je voulais qu'ils entendent tout, en face à face. Peut-être que je voulais les regarder essayer de justifier cela. Ou peut-être que je voulais juste une conclusion. J'en ai parlé à Mia cette nuit-là. Elle a dit que je n'avais pas à y aller. Je savais, mais j'y allais quand même. J'ai conduit jusqu'à la maison ce samedi-là. 4 heures sur l'autoroute. Je n'étais pas revenu depuis 8 mois. Je me suis garé dans l'allée à 14 heures. La camionnette de papa était là. La voiture de Connor aussi, la même voiture dont il se plaignait de devoir vendre. Il l'avait toujours, apparemment. Je suis entré sans frapper. Ils étaient dans la salle à manger, la même table où j'avais eu 18 ans et appris ma valeur. Maman s'est levée quand elle m'a vu, a essayé de me faire un câlin. J'ai reculé, je me suis assis. Connor était en face de moi, n'établissait pas de contact visuel. Papa à la tête de la table, les bras croisés, l'expression dure. Merci d'être venu, a commencé. Maman. Je n'ai pas répondu. Papa s'est éclairci la gorge. Connor nous a raconté ce qui s'est passé concernant la consolidation de prêts et nous pensons que tu es déraisonnable. J'ai failli rire. Déraisonnable. C'est ton frère. Papa a dit qu'il avait fait quelques erreurs, mais nous n'abandonnons pas la famille à cause d'erreurs. Quelles erreurs? Ai-je demandé. Soyez précis. Papa a froncé les sourcils. Il a eu des difficultés financières. Il a reçu 95 000 $. J'en ai eu 8, et je suis celui qui s'en sort bien. Alors, où exactement a-t-il fait des erreurs que je n'ai pas faites? Connor a finalement levé les yeux. Ce n'est pas une compétition, Ethan.
Tu as raison. Ce n'est pas une compétition, car tu perdrais. Son visage est devenu rouge. Maman a posé sa main sur son épaule, protectrice comme elle l'avait toujours été. Ethan, chéri, je sais que tu es contrarié à cause du fonds universitaire, mais c'était il y a des années. Nous parlons de maintenant. Connor a besoin d'aide maintenant. Et j'avais besoin d'aide à l'époque. Où étiez-vous? Nous en avons déjà parlé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes notes. J'y ajoutais des éléments depuis des semaines, depuis que Connor avait appelé pour la première fois, une liste. Chaque moment, chaque affront, chaque fois qu'il l'avait choisi lui plutôt que moi. Laisse-moi te lire quelque chose, dis-je. J'ai commencé par le haut. 18e anniversaire. J'ai découvert que Connor avait un fonds universitaire de 95 000 $. Le mien était de 8 000. Maman a ouvert la bouche. J'ai continué à lire. Première année. J'ai travaillé 36 heures par semaine tout en suivant un programme complet de cours. J'ai perdu 15 livres. J'ai appelé la maison pour demander si vous pouviez aider avec l'épicerie. Vous avez dit non parce que vous aidiez Connor avec ses remboursements de prêts. Papa s'est agité sur sa chaise. Deuxième année. J'ai demandé 200 $ par mois, juste assez pour ne pas sauter de repas. Vous avez dit que vous ne pouviez pas étirer le budget. Les dépenses de Connor étaient trop élevées. Connor a regardé la table. Troisième année. J'ai failli abandonner. J'étais tellement épuisé que je ne pouvais plus penser clairement. J'ai appelé la maison. Vous m'avez dit que le collège communautaire aurait peut-être été un meilleur choix, que je devrais envisager de me transférer, de vivre à la maison. Les yeux de maman étaient humides. Dernière année. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,2 tout en travaillant 35 heures par semaine. Vous n'êtes pas venu à la remise des diplômes. Vous aviez un conflit ce week-end-là. La remise de diplôme de Connor, 4 ans plus tôt, vous y aviez tous deux assisté, vous aviez organisé une fête, vous aviez invité 40 personnes. J'ai posé le téléphone. Alors, quand vous dites que la famille cède, de quelle famille parlez-vous? Parce que de là où je suis assis, la famille a aidé Connor. J'étais juste le remplaçant. Silence, long et lourd. Finalement, maman a parlé, d'une voix faible. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux à l'époque. Le mieux pour qui? Pour tout le monde. Non. Le mieux pour Connor. Vous avez parié sur un enfant. Très bien. C'est votre choix. Mais ne demandez pas à l'autre enfant de renflouer votre investissement quand il ne rapporte pas. Connor s'est levé, le visage rouge. C'est incroyable. Tu vas vraiment nous le reprocher éternellement? Je ne reproche rien. Je ne vous donne juste pas 47 000 $ de responsabilité. Ce n'est pas 47 000 $. C'est une signature. C'est un engagement légal. Si tu fais défaut, je suis responsable. Et étant donné que tu as déjà 2 mois de retard, je dirais que le défaut est assez probable. Je ne ferai pas défaut. Tu ne peux pas te permettre les paiements maintenant. Qu'est-ce qui te fait penser que tu pourras te les permettre plus tard? Il n'a pas eu de réponse. Papa s'est penché en avant, la voix basse, le ton qu'il utilisait quand il voulait que vous sachiez qu'il était sérieux. Ethan, ton frère a besoin d'aide. Tu as les moyens de l'aider. Si tu choisis de ne pas le faire, tu choisis de tourner le dos à la famille. Je choisis de me protéger. C'est égoïste. Le mot est resté en suspens dans l'air. Égoïste. J'avais travaillé 3 emplois pendant l'université, obtenu mon diplôme avec des dettes, et remboursé chaque dollar seul, construit une carrière à partir de rien, économisé de l'argent, fait quelque chose de moi-même, et j'étais égoïste. J'ai regardé papa, l'homme qui m'avait élevé mais qui n'avait jamais cru en moi. Tu as raison, dis-je doucement. Je suis égoïste. Je me choisis moi-même, parce que personne d'autre ne l'a jamais fait. Je me suis levé. Maman a commencé à pleurer. Ethan, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je ne pars pas comme quoi que ce soit. Je pars, c'est tout. Papa s'est levé aussi. Si tu franchis cette porte sans accepter d'aider ton frère, tu n'es pas le bienvenu ici. Je me suis arrêté, je me suis retourné, je l'ai regardé. Je n'ai pas été le bienvenu ici depuis que j'ai eu 18 ans, et que vous m'avez dit que vous n'attendiez pas grand-chose de moi. Cela ne fait que l'officialiser. Je suis sorti,
Je suis monté dans ma voiture, je suis parti, je n'ai pas regardé en arrière, je suis rentré chez moi 3 heures plus tard. Mia préparait le dîner, m'a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai tout raconté. Elle m'a serré dans ses bras, a dit que j'avais fait la bonne chose. Je n'étais pas sûr, mais j'étais sûr de ne rien avoir pu faire d'autre. J'ai bloqué leur numéro cette nuit-là. Maman, papa, Connor, tous les trois. C'était étrange, comme couper un membre que je n'utilisais pas, mais dont je savais qu'il était là. Je n'ai pas bien dormi pendant une semaine, mais je ne les ai pas débloqués non plus. 2 mois plus tard, ma cousine m'a contacté. Je n'avais pas parlé avec elle depuis des années. Elle avait toujours été distante du drame familial. Elle a dit qu'elle avait entendu ce qui s'était passé. Elle voulait prendre de mes nouvelles. J'ai demandé ce qu'elle avait entendu. Elle a dit que Connor avait des problèmes. De vrais problèmes. Il avait manqué 4 paiements de prêt au total. Il était en défaut de paiement. Crédit détruit. Le service des prêts avait commencé à saisir ses salaires, 25% de chaque chèque de paie. Il gagnait 38 000 $ par an, environ 2500 $ par mois après impôts. La saisie salariale prenait 625 $, il lui restait 1875 $. Il ne pouvait plus payer sa voiture. Il l'a vendue. Il a commencé à prendre le bus pour aller au travail. Le travail était à 12 miles de la maison de maman et papa. 2 bus, 90 minutes aller. Il a commencé à arriver en retard. Il a reçu un avertissement, puis un autre. Il a été renvoyé il y a 3 semaines. Maintenant, il avait 30 ans, vivait dans sa chambre d'enfance. Pas de voiture, pas de travail, ses salaires étaient toujours saisis sur ses allocations de chômage. Ma cousine l'a dit doucement, comme si elle s'inquiétait de ma réaction. Je n'ai rien ressenti. Elle a demandé si j'envisagerais de le contacter, peut-être d'aider. Je l'ai remercié de m'avoir informé, j'ai dit que je ne le contacterais pas. Elle a compris, a dit qu'elle serait là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Nous avons raccroché. Je me suis assis sur le canapé à côté de Mia. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a demandé si je me sentais mal. J'y ai réfléchi. Non, dis-je. Vraiment? Il a eu tous les avantages, toutes les opportunités, une longueur d'avance de 95 000 $, des parents qui l'aidaient avec ses prêts, du soutien, des ressources, et il a quand même fini ici. Et toi, tu n'avais rien. J'avais 8 000 $ et de la rancœur. Elle a souri, triste mais compréhensive. La rancœur est un sacré moteur. Cela m'a permis de m'en sortir. 3 mois après cela, ma cousine m'a envoyé un nouveau texto. Tes parents demandent de tes nouvelles. Connor est en mauvaise posture. Il pense que si tu le voyais, tu l'aiderais. Tu devrais appeler. J'ai lu le message 2 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon application bancaire à la place. Chèque, 4 200 $. Épargne, 31 000 $. Compte de retraite, 18 500 $. Valeur nette totale, 53 700 $. Zéro dette. J'ai fermé l'application. J'ai ouvert mon courriel. Nouveau message de mon patron. Objet, discussion sur la promotion. Je l'ai ouvert. Offre pour le poste d'analyste de système senior. 72 000 $ par an. Augmentation de 10% meilleurs avantages. Il fallait une réponse avant vendredi. J'ai accepté sur le champ. J'ai fermé le courriel. J'ai regardé le texto de ma cousine à nouveau. Connor est en mauvaise posture. Peut-être qu'il l'était. Mais être en mauvaise posture n'était pas ma responsabilité. J'avais été en mauvaise posture pendant 4 ans, seul, sans filet de sécurité, sans aide familiale, et je m'en étais sorti. Connor avait tous les avantages et est tombé quand même. Ce n'était pas ma faute. Et ce n'était pas mon problème. J'ai supprimé le texte, j'ai posé mon téléphone. Mia est rentrée 1 heure plus tard. Je lui ai parlé de la promotion. Elle a crié, a littéralement crié, m'a sauté dessus, m'a embrassé. Nous sommes sortis pour célébrer, bon restaurant, vin, dessert. Je lui ai dit que je voulais commencer à regarder les bagues de fiançailles. Elle a pleuré. Nous avons parlé de l'avenir, d'acheter une maison, d'avoir des enfants un jour, de construire quelque chose qu'aucun de nous n'avait eu en grandissant, la stabilité,
le soutien, l'investissement inconditionnel dans les gens que nous aimions. J'ai pensé à mes parents, à Connor, à la table où j'avais appris ma valeur. Et j'ai réalisé quelque chose. Les prêts de Connor étaient son problème. Ma paix était la mienne. Et pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. 1 an après avoir bloqué ma famille, la vie semblait différente. 28 ans, vivant avec Mia dans un appartement de 2 chambres. Quartier agréable. De vrais placards, des fenêtres sans barreaux. Revenu, $76 000 par an. Épargne, $38 000. Zéro dette. Code de crédit, 750. Nous parlions de bagues de fiançailles les week-ends. Nous regardions des maisons en ligne. Nous faisions des plans pour un avenir qui semblait réel. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 14 mois. Je n'avais pas pensé à Connor depuis des semaines. Puis le courrier est arrivé. Enveloppe de couleur crème. Écriture de maman sur le devant. Mia me l'a apporté. De ta mère. Je l'ai regardé longuement avant de l'ouvrir. Une invitation de mariage à l'intérieur. Ma cousine Sarah se mariait en juin. Glissé derrière, il y avait un mot manuscrit sur du papier à fleurs. Ethan, je sais que les choses ont été difficiles, mais c'est la famille. S'il te plaît, viens. Affectueusement, maman. Je l'ai posé sur le comptoir. Mia l'a ramassé. L'a lu. Tu y vas? Je ne sais pas. Elle m'a serré la main. Quelle que soit ta décision. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Finalement, j'ai décidé oui. Pas pour maman, pas pour papa, pas même pour Connor, pour Sarah. Elle avait toujours été gentille, était restée en dehors du drame, méritait d'avoir sa famille présente. J'ai dit à Mia que j'irais seule, je ne voulais pas l'entraîner là-dedans. Elle a insisté pour venir, a dit que je ne devais pas les affronter seule. Nous avons fait la route le matin du mariage. Après-midi de juin, lieu extérieur, agréable mais pas ostentatoire. Je me suis assis à l'arrière pendant la cérémonie. J'ai vu mes parents 3 rangées devant. Les cheveux de papa plus gris que dans mon souvenir. Maman plus mince. Connor était assis avec eux. Il avait pris du poids, les cheveux clairsemés, il avait l'air plus vieux que 30 ans. Il s'est retourné pendant l'entrée de la mariée. Il m'a vu. Nos yeux se sont rencontrés une seconde. Il a détourné le regard. La cérémonie a été courte, belle. Sarah a pleuré de joie. Son mari l'a regardée comme si elle était tout. Cela m'a fait penser à Mia, à l'avenir que nous construisions. La réception était dans une grange convertie en espace événementiel. Guirlande lumineuse, longue table, décontracté mais élégant. J'ai pris un verre, j'ai trouvé une table dans le coin. Mia s'est assise à côté de moi, observant mes parents de l'autre côté de la pièce. Ils avaient l'air plus vieux, fatigués. Connor se tenait près du bar, seul, sirotant une bière. Mia m'a donné un coup de coude. Ça va? Oui. Tu n'as pas à leur parler. Je sais. 1 heure après le début de la réception, je suis allé aux toilettes, je me suis lavé les mains, je me suis regardé dans le miroir. La porte s'est ouverte derrière moi. Connor est entré. Nous nous sommes regardés. On peut parler? A-t-il demandé doucement. À propos de quoi? À propos de tout. À propos de je suis désolé. Pour tout, pour t'avoir demandé de co-signer, pour toute cette merde avant ça aussi. Les premières excuses sincères en disant. J'ai séché mes mains, je n'ai pas répondu. Il a continué à parler, la voix basse. Je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais le dire. Tu avais raison sur tout. D'accord. D'accord, je t'ai entendu. Tu t'es excusé. D'accord. Il a baissé les yeux. Je suis toujours fauché. Salaire saisi. Je ne peux pas avoir d'appartement. Crédit détruit. Je vis avec maman et papa. J'ai perdu ma petite amie. Elle est partie quand les problèmes d'argent ont commencé. Que fais-tu comme travail? Vente au détail. Target. $16 de l'heure. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. 30 ans, travaillant dans le commerce de détail, vivant à la maison. Salaire saisi pour 4 autres années. L'enfant prodige était tombé de haut. J'ai tout gâché, dit-il. Tout, les prêts,
les dépenses, penser que ça allait s'arranger. Et tu avais raison. J'ai attendu la suite, la demande, la faveur. Elle n'est pas venue. Je ne demande pas d'argent, dit-il comme s'il pouvait lire dans mes pensées, ni d'aide. Juste, si tu connais quelqu'un qui embauche pour des emplois décents, je t'enverrai mon CV. Aucune pression. J'y ai réfléchi. Je t'enverrai un lien vers une plateforme d'emploi, mais je ne peux pas te recommander. Je ne mens pas pour la famille. Il a hoché la tête. Juste. Nous sommes restés là. Un silence gênant. Puis il m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Pas chaleureusement, pas un câlin. Juste une poignée de main. Bonne chance, dis-je. Oui, toi aussi. Il est parti le premier. J'ai attendu 1 minute avant de le suivre. Je suis retourné à la réception, j'ai trouvé Mia. Elle a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui et je le pensais. Maman s'est approchée 1 heure plus tard, hésitante, comme si elle s'approchait d'un animal sauvage. Ethan, je suis si heureuse que tu sois venu. Je suis venu pour Sarah. Elle a tressailli, petite mais visible. On peut parler? Vraiment parler? Si tu vas me demander d'aider Connor, je ne le ferai pas. Je demande si tu vas me parler. J'ai regardé Mia. Elle a hoché la tête. J'ai suivi maman à l'extérieur, sur le parking, loin de la musique et des rires. Elle s'est tournée vers moi, les yeux humides. J'ai échoué avec toi, dit-elle, la voix brisée. Je le savais à l'époque. Je le sais maintenant. J'ai parié sur le mauvais enfant. Tu as parié sur les 2 enfants, juste des montants différents. Le diplôme de Connor ne l'a pas sauvé. Ton éthique de travail t'a sauvé. Oui, c'est vrai. Elle a pleuré. Elle a vraiment pleuré, les mains sur son visage. Je suis désolé pour tout, pour le fonds universitaire, pour ne pas être venu à ta remise de diplôme, pour l'avoir choisi lui chaque fois, pour t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez. Je suis resté là à la regarder pleurer, ne ressentant rien. Ni colère, ni satisfaction, rien. Peux-tu me pardonner, demanda-t-elle. Peut-être un jour. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête, s'est essuyé les yeux. C'est juste. Nous sommes restés en silence. Je suis fier de toi, dit-elle doucement. Je sais que je n'ai pas le droit de le dire, mais je le suis. Merci. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Elle m'a serré dans ses bras. Je n'ai pas répondu au câlin, je suis juste resté là. Elle m'a lâché après un moment, à reculer. Merci d'être venu, dit-elle. Je suis rentré à l'intérieur sans répondre. Mia a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté. Elle a demandé comment je me sentais. Fatigué, dis-je. Nous sommes partis 1 heure plus tard, nous sommes rentrés chez nous, nous n'avons pas beaucoup parlé. Cette nuit-là, j'ai débloqué le numéro de maman. Pas celui de papa, pas celui de Connor, juste le sien. Je n'ai pas appelé, j'ai juste débloqué. Petit pas. 6 mois plus tard, Mia et moi nous sommes fiancés. Je l'ai demandé en mariage sur un sentier de randonnée. Rien d'extraordinaire, juste nous deux et une bague pour laquelle j'avais économisé. Elle a dit oui avant que j'aie fini de demander. Nous avons prévu un petit mariage, budget de $8 000, payé par nous-mêmes. 50 personnes, famille immédiate et amis proches. Cérémonie simple, réception barbecue. Maman a appelé 1 semaine après que nous l'ayons annoncé. Je ne sais pas comment elle l'a su, probablement Sarah. J'ai entendu parler des fiançailles. Félicitations. Merci. Pause. Puis-je venir au mariage? J'ai regardé Mia. Elle me regardait. Elle a fait un petit signe de tête. Oui, tu peux venir. Merci, Ethan. Vraiment. J'ai raccroché. Je lui ai envoyé les détails 1 semaine plus tard. Je n'ai pas invité papa. Je n'ai pas invité Connor. Juste elle. Le mariage était petit, beau, tout ce que nous voulions. Maman est venue, s'est assise à l'arrière, a pleuré pendant les vœux, est venue nous voir à la réception, a serré Mia dans ses bras, l'a remercié de me rendre heureux. Mia était gracieuse, gentille.
Maman n'est pas restée longtemps. Elle est partie après 1 heure. Elle a dit qu'elle ne voulait pas abuser. J'ai apprécié ça. 1 an plus tard, nous avons acheté une maison. Petite, 2 chambres, une salle de bain, construite dans les années 70. Elle avait besoin de travaux, mais elle était à nous. 20 000 $, taux d'intérêt de 3,5%. Nous avons mis 15% d'acompte. J'avais économisé pendant 2 ans. Les économies ont pris un coup, tombé à 15 000 $. Mais nous possédions quelque chose. Revenu, 82 000 $ par an. Mia en gagnait 65, combiné, 147. Nous nous en sortions bien, mieux que bien. Connor était toujours chez mes parents, travaillait toujours dans le commerce de détail, ses salaires saisis pour 4 autres années. Je l'ai appris par maman. Nous nous parlions une fois par mois maintenant, de courts appels, superficiels. Elle n'insistait pas. Elle ne demandait pas plus que ce que je pouvais donner. J'appréciais cela aussi. Un soir, Mia et moi étions assis sur notre véranda. Première maison que nous possédions. Le coucher de soleil peignait le ciel en orange et rose. Elle s'est appuyée contre moi. « Est-ce que tu regrettes ? De ne pas avoir aidé Connor ? » Non. Vraiment ? Vraiment. Tu te sens mal pour lui ? J'y pensais parfois. Mais se sentir mal et arranger les choses pour lui sont 2 choses différentes. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Nous sommes restés en silence un moment. J'ai pensé à mon 18e anniversaire, à la table, au fond universitaire. Le moment où j'ai appris ma valeur en dollars, 8 000 contre 95 000. Connor a tout obtenu et l'a perdu. J'ai eu des miettes et j'ai construit quelque chose. Non pas parce que j'étais plus intelligent, non pas parce que j'étais meilleur, mais parce que j'y étais obligé. Et parfois, c'est ce qu'il faut. La nécessité, la faim, la colère qui devient carburant. Mes parents m'ont dit qu'ils n'attendaient pas grand-chose. Ils avaient tort. J'attendais tout de moi-même, et cela a fait toute la différence. Connor a eu 95 000 $, un filet de sécurité, et des parents qui croyaient en lui, et il est tombé quand même. J'ai eu 8 000 $ de rancœur et des gens qui doutaient de moi. Et je suis toujours debout. Parfois, la meilleure chose que la famille puisse faire est de s'écarter et de vous laisser leur prouver qu'ils ont tort. Je l'ai fait. Et je suis toujours là. Non pas amer, non pas en colère, non pas en célébrant l'échec de Connor. Juste ici, vivant, construisant, avançant avec une femme qui m'aime, une maison que nous possédons, un avenir que nous créons ensemble. Et c'est la seule vengeance dont j'ai jamais eu besoin, leur prouver qu'ils avaient tort. Non pas avec des mots, mais avec une vie. Une vie qu'ils disaient que je ne pourrais pas construire. Mais que j'ai construite quand même.